Ma fille adolescente a failli ôter la vie de sa sœur avec du sirop pour la toux, alors je l'ai faite interner. Aujourd'hui, 1 an plus tard, elle demande à réintégrer la famille. La plupart de mes souvenirs d'enfance, à la maison, se résument à me faire hurler dessus, et à être forcé de grandir trop vite. Au moment où j'ai eu 9 ans, je m'occupais déjà de mes 2 frères et sœurs, tout en essayant de détourner leur attention de notre père, qui s'en prenait violemment à notre mère. J'ai toujours eu désespérément besoin d'une figure adulte, d'un meilleur ami qui ne m'abandonnerait jamais. C'est ainsi que ma petite fille, Amélia, est née. Mon mari et moi avons veillé à ce qu'elle sache, chaque jour, qu'elle était une véritable princesse. Mais, malheureusement, nous avons passé son 13e anniversaire à l'hôpital, car c'est à ce moment-là que sa sœur, Audrey, est venue au monde. Jusqu'à cet instant précis, Amélia me considérait comme sa meilleure amie, et je savais absolument tout de sa vie, ses drames amoureux, le professeur qu'elle détestait, et tous les derniers potins. Mais, à la seconde où Audrey est née, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, car elle souffrait de mucoviscidose, avec une espérance de vie limitée à 30 ans. Soudainement, notre existence s'est résumée à des rendez-vous médicaux, des plannings de médicaments, et d'interminables séances de physiothérapie. Je passais toutes mes soirées avec Audrey, pour m'assurer qu'elle allait bien. À l'époque, je savais parfaitement qu'Amélia remarquait que nous passions moins de temps ensemble, mais je me disais qu'elle était assez grande pour comprendre. De plus, mon mari compensait cette absence, en passant beaucoup plus de temps avec elle. Audrey avait environ 2 ans, lorsqu'Amélia a eu son premier petit ami. Quand elle l'a ramené à la maison, je n'ai même pas reconnu son nom. « Oh, c'est l'ami d'Amanda ?» ai-je demandé, puisqu'Amanda était sa meilleure amie à l'époque. « Non, maman. Nous ne nous sommes pas parlé depuis plus d'1 an, et elle m'a bloqué sur tous les réseaux. » Sa voix s'est brisée, lorsqu'elle a prononcé ces mots. On aurait dit qu'elle ravalait ses larmes. Mais, avant même que je puisse ajouter quoi que ce soit, Audrey s'est mise à tousser si fort, qu'elle a commencé à vomir. Immédiatement, mon attention a été arrachée à Amélia. Ce n'est que lorsque je me suis retrouvé éveillé, à 3 heures du matin, que j'ai recommencé à penser à ma fille aînée. Je me suis souvenu de la façon dont son visage s'illuminait, lorsqu'elle sautait sur les balançoires du parc, en me suppliant de la pousser. Mais, désormais, je ne savais même plus ce qui se passait dans sa vie, qui étaient ses amis, ou ce qu'elle aimait faire pour s'amuser. Mon mari dormait paisiblement à côté de moi, et je ne voulais pas le réveiller. Alors, j'ai simplement tenu sa main, pendant que je pleurais silencieusement, le visage enfoui dans mon oreiller. J'ai passé les 2 heures suivantes, à chercher sur Internet comment renouer le contact. Tous les blogs de maman faisaient paraître cela si facile. Le lendemain matin, quand je lui ai demandé si elle voulait sécher les cours, pour passer la journée entière avec moi, je m'attendais à ce qu'elle soit ravie. Surtout que j'étais prête à l'emmener faire du shopping, et à la laisser acheter tout ce dont elle avait envie. Mais c'est là que la réalité m'a frappé de plein fouet. Ne te donne pas cette peine, Audrey a sûrement besoin de toi. Sa voix était glaciale, comme si elle m'avait déjà définitivement abandonné. J'ai senti les larmes monter à mes yeux, mais j'ai cligné des paupières pour les chasser, voulant rester forte. Ma chérie, tu es sûre? Je t'emmène chez Brandy Melville, et je te donne un budget de 500 €. Oui, maman, je suis sûre. Ensuite, elle est partie pour l'école, sans ajouter un seul mot. De mon point de vue, il restait à Amélia environ 3 ans à vivre à la maison, avant de partir pour l'université. Et je voulais ardemment qu'elle ait le sentiment d'avoir un vrai foyer, où revenir. Donc, même si je me sentais misérable, je ne voulais pas baisser les bras. Le lendemain, je suis allé la chercher à la sortie des cours, chose que je n'avais pas faite depuis des années, et je l'ai conduite jusqu'à cette friperie, à Brooklyn. Elle était réputée pour ses trouvailles incroyables, et, l'ayant vue sur TikTok, je savais que les filles de son âge l'adoraient. Elle ne m'a pas adressé la parole de toute la sortie, mais elle y a passé 2 heures, et la facture a dépassé les 200 €. J'ai essayé de m'excuser, dans la voiture, pour ne pas avoir été assez présente pour elle. Mais, au bout du compte, ce n'était qu'une adolescente de 15 ans. Alors, quand elle m'a ignoré, je ne l'ai même pas pris personnellement. Au cours des jours suivants, j'ai continué à aller la chercher, et nous roulions vers des endroits sympas, recommandés par d'autres mamans. Elle les a tous adorés. Quand le vendredi est arrivé, elle m'avait enfin mise au courant de sa relation avec son copain, et je savais enfin qui était sa meilleure amie. J'étais loin de me douter que ces instants précieux finiraient par être le calme, avant la tempête.
Cela a commencé doucement. Audrey avait de petites quintes de toux, et un léger essoufflement. En gros, rien de bien inhabituel. Mais, en l'espace de seulement 5 jours, elle s'est mise à dormir tout le temps, et à tousser toute la nuit. Il était évident qu'elle souffrait énormément, et je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Et, en à peine 10 jours, ma vie est redevenue synonyme d'hôpital, passant des nuits blanches sur une chaise en bois, sans savoir si Audrey allait vivre, ou mourir. Sauf que cette fois-ci, il n'a fallu que 12 heures, pour qu'elle revienne complètement à la normale. C'était tellement étrange que, lorsque je me suis réveillé, la chambre était remplie d'infirmières, qui me posaient des dizaines de questions. Ces antibiotiques étaient-ils périmés? Son nébuliseur fonctionne-t-il correctement? Que utilisez-vous pour nettoyer son équipement? Au début, j'ai balayé leurs doutes, car je surveillais Audrey de très près, et je pensais que rien ne pouvait m'échapper. Mais, j'avais ce pressentiment tenace dans la poitrine, qui refusait de s'en aller. J'ai donc décidé de vérifier ce dont les infirmières parlaient. Et c'est là, que je l'ai vu. Dans son nébuliseur, la machine qui transforme les médicaments liquides en brume pour ses poumons, il n'y avait aucun antibiotique. À la place, le réservoir était rempli à ras-bord, avec de l'eau. Mon cœur s'est arrêté de battre. Pas étonnant, bon sang. C'est à cet instant précis, qu'Amélia est entrée dans la pièce. Je m'attendais à ce qu'elle soit aussi choquée que moi. Mais non. Maman, depuis qu'Audrey est entrée dans nos vies, tu es tout le temps fatiguée. Considère ce que j'ai fait comme une faveur, et, pour une fois, n'essaie pas de la sauver. Je n'arrivais plus à respirer. Ma fille adolescente venait d'avouer avoir altéré le médicament vital de sa sœur. Et elle l'avait dit comme si elle me rendait service, comme si elle s'attendait à ce que je la remercie. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas attrapée, ni secouée, comme j'en avais terriblement envie. J'étais terrifié à l'idée que, si je réagissais de manière trop excessive, je la repousserais définitivement. Alors, je suis resté planté là, à la dévisager, essayant de retrouver ma petite fille, derrière ce regard glacial. Amélia, ai-je finalement réussi à articuler? Ce n'est pas une blague. Audrey aurait pu en mourir. Elle a haussé les épaules. Elle a littéralement haussé les épaules. Tu n'aurais plus à être aussi fatigué. Nous pourrions revenir à la façon dont les choses étaient, avant. En silence, j'ai remplacé l'eau par le bon médicament, les mains tremblantes tout du long. Quand l'infirmière a appelé pour faire le suivi, je lui ai dit que j'avais dû commettre une erreur. Je ne pouvais pas me résoudre à dire à qui que ce soit ce qu'Amélia avait fait, pas même à Tom. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, à écouter la respiration d'Audrey via le babyphone. Je n'arrêtais pas de me dire, que c'était peut-être juste un incident isolé, un appel au secours désespéré d'une fille qui se sentait abandonnée. Peut-être que, si je donnais à Amélia plus de temps, et plus d'amour, elle ne referait jamais une chose pareille. Mais, au fil des jours suivants, j'ai commencé à remarquer des détails troublants. Les peluches d'Audrey se retrouvaient dans des endroits étranges. Une fois, j'ai trouvé son ours en peluche préféré, la tête la première dans les toilettes. Des flacons de médicaments, qui auraient dû être pleins, étaient à moitié vides, même si je ne lui avais donné aucune dose supplémentaire. Un après-midi, j'ai surpris Amélia debout derrière la porte de la salle de bain, pendant que je douchais Audrey. Elle écoutait simplement sa sœur tousser. J'ai fini par craquer, et j'ai raconté à Tom ce qui se passait. Épuisé par ses heures supplémentaires, il a minimisé la situation. C'est une adolescente, chérie. Ils font des trucs dramatiques pour attirer l'attention. Garde juste un œil sur les choses, mais ne réagis pas de façon excessive. J'ai donc commencé à tenir un journal. J'y notais chaque médicament, qu'il avait administré, et à quelle heure. Je consignais l'endroit où se trouvait Amélia, pendant les traitements d'Audrey. J'ai commencé à mettre les médicaments sous clé, et à cacher cette dernière. Notre foyer, qui était déjà sous tension, s'est transformé en un véritable champ de mine. Amélia a semblé ressentir ce changement. Elle est devenue plus froide, beaucoup plus distante. Au dîner, elle lançait des remarques passives-agressives du genre « Waouh, Audrey reçoit tellement d'attention, juste pour avoir avalé 3 bouchées. J'ai eu d'excellentes notes au semestre dernier, et vous ne l'avez même pas remarqué. » J'essayais de l'inclure dans les activités avec sa sœur, en lui demandant de m'aider pour une physiothérapie douce, ou de lui lire une histoire pour s'endormir. Parfois, elle refusait catégoriquement. D'autres fois, elle acceptait,
mais le faisait avec un sourire si forcé, qu'il me donnait la chair de poule. Les choses ont également empiré à l'école. Ses notes ont chuté de manière vertigineuse. Elle a eu une dispute si violente avec son professeur de mathématiques, que l'école nous a convoqués pour une réunion. La conseillère d'orientation a mentionné qu'elle semblait inhabituellement en colère, ces derniers temps, et a demandé si tout allait bien à la maison. J'ai simplement hoché la tête en souriant, trop honteuse pour avouer la vérité. Puis, la nuit dernière, je suis entré dans la chambre d'Audrey, pour préparer son traitement par nébuliseur du soir, et je l'ai trouvé rempli d'eau savonneuse. Pas seulement de l'eau, cette fois-ci, mais de l'eau mélangée à du liquide vaisselle. Si je n'avais pas vérifié, ce mélange serait allé directement dans les petits poumons de mon bébé. J'ai confronté Amélia, directement dans sa chambre. « As-tu mis du savon dans le nébuliseur d'Audrey ? Es-tu sérieuse, là ?» Elle a pris un air sincèrement offensé. « Pourquoi je ferais ça ? Mon Dieu, maman, tu deviens tellement paranoïaque. Ce n'est pas ma faute, si tu n'arrives pas à garder la trace des affaires d'Audrey. » Ensuite, elle s'est mise à pleurer. Des sanglots bruyants, et dramatiques, qui ont fait accourir Tom. Il m'a trouvé debout au-dessus d'Amélia, qui était recroquevillée sur son lit, en larmes. Il était furieux contre moi. « À quoi tu joues, bordel ?» a-t-il sifflé, en me tirant dans le couloir. Ce n'est qu'une enfant. Tu ne peux pas continuer à l'accuser, d'essayer de faire du mal à sa sœur. Mais Tom, j'ai trouvé du savon dans le nébuliseur. Quelqu'un l'y a mis. Tu l'as peut-être fait par accident. Tu es épuisé, et tu n'arrives plus à réfléchir clairement. Va juste vérifier comment va Audrey, et laisse Amélia tranquille. Je me sentais si seule, si folle. Étais-je en train d'imaginer tout cela? Étais-je privé de sommeil, au point de confondre le savon et les médicaments? Ce matin, Audrey s'est réveillée avec d'énormes difficultés à respirer. Ses lèvres devenaient bleues. Nous l'avons transportée d'urgence aux urgences, où ils ont découvert des traces de produits chimiques dans son organisme, qui ne faisaient pas du tout partie de son traitement habituel. Le médecin m'a prise à part, et m'a demandé si quelqu'un d'autre avait accès à ces médicaments. Je ne pouvais plus mentir. Je leur ai absolument tout raconté. L'eau, le savon, et le comportement d'Amélia. Ils effectuent d'autres tests, en ce moment même. Audrey est stabilisée, mais elle est toujours à l'hôpital. Tom prend enfin cela au sérieux, après que le médecin lui ait montré les résultats des analyses. Je ne sais pas ce qui va se passer, maintenant. Je ne sais pas comment protéger l'une de mes filles, contre l'autre. Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là, ni comment réparer cette situation. Tout ce que je sais, c'est que la petite fille que j'ai élevée, celle que je pensais connaître mieux que personne, est devenue une étrangère que je ne reconnais plus du tout. Je suis resté à l'hôpital avec Audrey, cette nuit-là. Tom est rentré à la maison pour être avec Amélia, ce qui m'a rendu nerveuse, mais je ne pouvais pas laisser Audrey seule. Pas maintenant. La chaise de l'hôpital était encore plus inconfortable que dans mes souvenirs. Et je sursautais, me réveillant en panique, chaque fois qu'Audrey toussait, ou qu'une infirmière venait vérifier ses constantes. Vers 3 heures du matin, j'ai reçu un message de Tom. Amélia dort. Tout va bien à la maison. Essaie de te reposer. Je voulais le croire. Je voulais croire que tout cela n'était, peut-être, qu'un horrible malentendu, qu'Amélia n'essayait pas vraiment de faire du mal à sa sœur, et que je n'étais pas en train d'échouer lamentablement en tant que mère. Le lendemain matin, le médecin est entré avec les résultats des tests d'Audrey. Ils avaient trouvé des traces de nettoyant ménager dans son organisme, le genre de produit que nous gardons sous l'évier de la cuisine. Le médecin a demandé si Audrey avait pu y avoir accès par elle-même. J'ai failli rire jaune. Audrey n'avait que 2 ans. Nous gardions tous les produits d'entretien sous clé, spécifiquement à cause d'elle. Il n'y avait qu'une seule façon, pour que ce produit se retrouve dans son corps. Madame Davis, je dois être clair sur un point, a déclaré le médecin, en baissant la voix. Si nous soupçonnons qu'un préjudice intentionnel a été causé à un mineur, nous sommes légalement tenus de le signaler. Mon estomac s'est noué. Les services de protection de l'enfance, la police. Notre famille est allée dans les journaux locaux. Amélia, emmenée menottes au poignet. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. C'était un accident, ai-je répondu précipitamment. J'ai nettoyé son nébuliseur avec cette solution. Je n'ai pas dû le rincer correctement.
Ce mensonge avait un goût amer dans ma bouche. Le médecin n'avait pas l'air convaincu, mais elle a hoché la tête, lentement. Je vous recommande vivement de passer au vinaigre pour nettoyer son équipement, et d'être beaucoup plus rigoureuse lors du rinçage. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. Puis-je la ramener à la maison aujourd'hui? Gardons-la encore une nuit, en observation. Si ses niveaux continuent de s'améliorer, elle pourra sortir demain matin. J'ai envoyé un message à Tom, pour le tenir informé. Il a répondu qu'il avait pris sa journée de congé, pour rester avec Amelia. J'ai ressenti une vague de soulagement, en sachant qu'il prenait enfin la situation au sérieux. Quand je suis rentré à la maison, le lendemain avec Audrey, l'endroit était d'une propreté immaculée. Tom avait tout nettoyé. Amelia était assise à la table de la cuisine, en train de faire ses devoirs, et elle avait l'air tout à fait normale. Elle a même souri, quand nous avons franchi la porte. « Salut, maman. »« Salut, Audrey Bug. » Elle a utilisé le surnom qu'elle avait donné à Audrey à sa naissance, bien avant que tout ne tourne mal. Je me suis crispé, serrant Audrey plus fort contre moi. « Salut, chérie. » Tom m'a prise à part, pendant qu'Amelia continuait de travailler sur ses problèmes de maths. J'ai eu une longue discussion avec elle, a-t-il chuchoté. Elle jure qu'elle n'a rien fait aux médicaments d'Audrey. Elle pense que tu l'accuses, parce que tu es stressé et en manque de sommeil. Tom, elle me l'a avoué. Elle a littéralement dit qu'elle l'avait fait comme une faveur, pour que je ne sois plus fatigué. Il a passé une main dans ses cheveux. Elle prétend que tu as mal compris, et qu'elle parlait d'autre chose, comme offrir de t'aider davantage à t'occuper d'Audrey. Je l'ai dévisagé. Tu la crois. Je ne sais plus quoi croire, a-t-il admis. Mais c'est aussi notre fille, Jen. Nous ne pouvons pas simplement supposer le pire. J'ai regardé Amelia, penchée sur son manuel, tortillant une mèche de ses cheveux, exactement comme elle le faisait depuis qu'elle était toute petite. Elle avait l'air si normale, elle ressemblait tellement à ma petite fille. Avais-je imaginé tout cela? Non. Je savais ce que j'avais entendu, ce que j'avais vu. Je vais déplacer le berceau d'Audrey, dans notre chambre, ai-je annoncé à Tom, juste temporairement. Il n'a pas protesté, ce qui m'a indiqué qu'il n'était pas, non plus, totalement convaincu par l'histoire d'Amelia. Cette nuit-là, j'ai aménagé une chambre d'enfant improvisée, dans un coin de notre chambre. J'ai déplacé tous les médicaments d'Audrey dans notre salle de bain attenante, et j'ai installé une sécurité enfant sur la porte. Tom m'observait en silence, le visage grave. Ce n'est pas viable à long terme, a-t-il fini par dire, alors que je vérifiais le verrouillage pour la 3e fois. Ça ne doit pas être pour toujours, juste le temps qu'on règle le problème. Mais que signifiait réellement, régler le problème? Je ne pouvais pas envoyer ma fille de 15 ans ailleurs. Je ne pouvais pas la faire arrêter, mais je ne pouvais pas non plus la laisser s'approcher de l'équipement médical d'Audrey. Les jours qui ont suivi ont été particulièrement tendus. Je dormais à peine, sursautant au moindre bruit, pendant la nuit. Amelia agissait de manière tout à fait normale, allant à l'école, faisant ses devoirs, et proposant même de faire la vaisselle après le dîner. Mais je la surprenais parfois en train de m'observer, avec une expression indéchiffrable. Un après-midi, pendant qu'Amelia était à l'école, j'ai appelé ma sœur, Rachel. Elle vivait à l'autre bout du pays, et nous n'étions pas extrêmement proches, mais j'avais besoin de parler à quelqu'un d'autre que Tom. « Bon Dieu, Jen !» s'est-elle exclamée, après que je lui ai tout raconté. « As-tu pensé à faire suivre une thérapie à Amelia ?» J'y avais pensé, bien sûr. Mais comment dire à un thérapeute, que votre fille adolescente essaie peut-être de tuer sa petite sœur? Et s'il nous dénonçait? Et s'il nous enlevait les 2 filles? J'ai peur, ai-je avoué. Et si elle était vraiment? Je n'arrive même pas à le prononcer. Sociopathe, a complété Rachel, à ma place. Écoute, je ne dis pas qu'elle l'est, mais même si elle agit juste pour attirer l'attention, on est bien au-delà de la rébellion adolescente normale. Elle a besoin d'aide, et toi aussi. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans ma voiture, et j'ai pleuré pendant 20 minutes. Ensuite, je me suis ressaisi, et j'ai appelé un psychologue pour enfants. J'ai pris rendez-vous pour Amelia, la semaine suivante, en expliquant à la réceptionniste qu'il s'agissait de problèmes d'adaptation, liés à la maladie de sa sœur. Ce n'était pas un mensonge total. Ce soir-là, au dîner, j'ai parlé du rendez-vous à Amelia. C'est juste quelqu'un à qui parler, ai-je dit, en essayant de paraître détendu.
Beaucoup d'enfants, qui ont des frères ou sœurs atteints de maladies chroniques, bénéficient grandement d'une thérapie. La fourchette d'Amélia a heurté son assiette avec fracas. Tu penses que je suis folle? Non, chérie, pas du tout. Tu m'envoies chez un psy, parce que tu penses que j'essaie de faire du mal à Audrey. Sa voix montait dans les tours. Je ne suis pas folle, maman. Tom est intervenu. Personne n'a dit que tu étais folle, Amélia, mais tout cela a été très difficile pour nous tous. Elle a ri. Ce rire, c'était un son horrible et amer, que je ne lui avais jamais entendu pousser auparavant. Vous n'avez aucune idée de ce que ça a été pour moi. Un jour, je suis le centre de votre monde, et le lendemain, c'est comme si je n'existais plus. Ce n'est pas vrai, ai-je répondu, en tendant la main vers la sienne. Elle l'a retirée brusquement. Vous l'avez installé dans votre chambre. Vous verrouillez tout, comme si j'étais un monstre. Vous ne me faites même pas confiance avec ma propre sœur. Je ne savais pas quoi répondre, car elle avait parfaitement raison. Je ne lui faisais pas confiance. Plus maintenant. Elle est partie en trombe dans sa chambre, claquant la porte si fort, qu'un cadre est tombé du mur. Tom et moi sommes restés assis là, en silence, tandis qu'Audrey babillait joyeusement dans sa chaise haute, totalement inconsciente de la tension. Peut-être que la thérapie n'est pas la pire des idées, a fini par lâcher Tom. Le lendemain matin, Amélia a agi comme si rien ne s'était passé. Elle a pris son petit déjeuner, a embrassé Audrey sur le front, et est partie pour l'école, sans mentionner notre dispute. J'ai passé la journée sur les nerfs, attendant que le ciel me tombe sur la tête. Et c'est arrivé, cet après-midi-là. Je donnais le bain à Audrey, quand j'ai réalisé que j'avais oublié sa serviette. J'ai couru jusqu'au placard à linge, j'en ai attrapé une, et je suis revenu en hâte. Le tout n'a duré que 30 secondes, tout au plus. À mon retour, Amélia se tenait dans l'encadrement de la porte de la salle de bain, observant simplement Audrey éclabousser l'eau de la baignoire. « Que fais-tu » ai-je demandé, le cœur battant à tout rompre. Elle a haussé les épaules. Je dis juste bonjour à Audrey. C'est un crime, maintenant? J'ai enveloppé Audrey dans sa serviette et je l'ai soulevée, en la tenant tout contre moi. Non, bien sûr que non. Mais je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que, si je m'étais absenté plus longtemps, il se serait passé quelque chose de grave. Je n'ai pas quitté Audrey des yeux, le reste de la journée. Ce soir-là, j'ai annoncé à Tom que je voulais installer des caméras dans la maison. De simples caméras de sécurité de base, dans les espaces communs, et dans la chambre d'Audrey. Il pensait que je réagissais de manière excessive mais, après quelques disputes, il a accepté à contre-cœur. Je les ai commandées en ligne le soir même, et j'ai payé un supplément pour une livraison le lendemain. Elles sont arrivées pendant qu'Amélia était à l'école, et Tom m'a aidé à les installer. Nous en avons placé une dans le salon, une dans la cuisine, une dans notre chambre, où dormait désormais Audrey, et une dans le couloir, devant la salle de bain. J'ai téléchargé l'application sur mon téléphone, pour pouvoir consulter les flux vidéo, à tout moment. Je n'ai pas parlé des caméras à Amélia. Je me persuadais que c'était pour la sécurité de tous, mais, au fond de moi, je savais très bien que j'espionnais ma propre fille. La culpabilité était écrasante, mais pas autant que la peur que je ressentais pour Audrey. Les premiers jours avec les caméras se sont déroulés sans incident. Amélia allait à l'école, rentrait, faisait ses devoirs, et regardait la télé, des trucs normaux d'adolescente, en somme. Elle ne m'adressait toujours pas beaucoup la parole, mais elle ne faisait rien de suspect non plus. J'ai commencé à me demander, si je ne perdais pas vraiment la tête, à cause du stress et du manque de sommeil. Puis, 5 jours après l'installation des caméras, c'est arrivé. J'étais à l'épicerie avec Audrey, et Tom finissait tard le travail. Amélia était seule à la maison. J'ai vérifié le flux vidéo sur mon téléphone, alors que je patientais dans la file d'attente à la caisse, par pure habitude. Amélia se trouvait dans notre chambre, où elle n'avait aucune raison d'être. Elle se tenait au-dessus du berceau d'Audrey, qui était vide, puisque la petite était avec moi. Elle tenait quelque chose dans sa main, et le saupoudrait sur les draps. J'ai zoomé au maximum, mais je n'arrivais pas à distinguer ce que c'était. J'ai abandonné mon chariot, en plein milieu de la caisse, et j'ai foncé vers la maison, les mains tremblantes à tel point que je pouvais à peine conduire. Quand j'ai fait irruption par la porte d'entrée, avec Audrey sur la hanche, Amélia était assise sur le canapé en train de regarder Netflix, avec l'air totalement innocente. « Salut » a-t-elle lancé, en levant à peine les yeux. « Tu es rentré tôt. »
J'ai oublié mon portefeuille, ai-je menti, en me dirigeant tout droit vers notre chambre. J'ai d'abord placé Audrey dans son parc, dans le salon, ne voulant pas qu'elle s'approche de ce qu'Amélia avait pu mettre dans son berceau. Les draps semblaient normaux. J'ai passé ma main dessus, et j'ai senti quelque chose de granuleux. En portant mes doigts à mon nez, j'ai détecté une légère odeur chimique. J'ai entièrement défait le lit, et j'ai bourré le tout dans un sac en plastique, pour le montrer à Tom plus tard. Quand je suis revenu dans le salon, Amélia jouait avec Audrey, la faisant rire aux éclats avec une peluche. Elles avaient l'air si normales, si douces, toutes les deux. Si je n'avais pas vu la vidéo, je n'aurais jamais soupçonné que quelque chose n'allait pas. Je vais laver ça, ai-je indiqué, en soulevant le sac de literie. Ils ont pris une petite odeur de renfermé. Amélia a simplement hoché la tête, continuant à jouer avec sa sœur. J'ai apporté les draps à la buanderie, mais, au lieu de les laver, j'ai caché le sac sur l'étagère du haut. C'était une preuve. Ce soir-là, après le coucher d'Amélia, j'ai montré la vidéo et les draps à Tom. Il a frotté la substance granuleuse entre ses doigts, et l'a senti. C'est de la lessive, a-t-il chuchoté. De la lessive en poudre. Mon sang n'a fait qu'un tour. Si Audrey avait dormi sur ses draps, la poudre aurait irrité sa peau, ainsi que ses poumons. Avec sa mucoviscidose, cela aurait pu déclencher un grave épisode respiratoire. Tom a finalement paru aussi terrifié que moi. Nous devons faire quelque chose, a-t-il lâché. Ce n'est pas juste une crise d'adolescence normale. J'ai hoché la tête, les larmes coulant sur mon visage. Le rendez-vous pour la thérapie est demain. C'est moi qui vais l'emmener. Et ensuite? Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça, Jen. J'ai peur de vous laisser seul, toi et Audrey, avec elle. Je n'avais pas de réponse à lui donner. J'ai juste pleuré de plus belle, et Tom m'a serré dans ses bras, pendant que je m'effondrais. Le lendemain matin, j'ai conduit Amélia à son rendez-vous de thérapie. Elle est restée silencieuse dans la voiture, regardant par la fenêtre, avec ses écouteurs vissés dans les oreilles. Je me demandais ce qui lui traversait l'esprit, si elle se doutait que je savais ce qu'elle avait fait. La thérapeute, la docteure Patel, a d'abord demandé à parler avec Amélia en privé. Je me suis assise dans la salle d'attente, vérifiant les caméras de la maison sur mon téléphone toutes les 5 minutes, même si Tom était à la maison avec Audrey. Au bout d'environ 45 minutes, la docteure Patel m'a fait entrer. Amélia était assise sur le canapé, le visage couvert de plaques rouges, comme si elle venait de pleurer. La docteure Patel lui a demandé si elle acceptait de discuter de certaines choses en ma présence, et Amélia a hoché la tête, sans me regarder. Amélia a partagé une partie de ses sentiments, concernant les changements survenus dans votre famille depuis la naissance d'Audrey, a commencé la docteure Patel. Elle se sent complètement mise à l'écart, et oubliée. J'ai hoché la tête, un fort sentiment de culpabilité m'envahissant. Je sais que nous ne lui avons pas accordé autant d'attention. Les soins d'Audrey sont tellement prenants. La docteure Patel a levé la main. Je comprends les défis liés au fait d'avoir un enfant atteint de mucoviscidose, mais du point de vue d'Amélia, elle est passée du statut de centre de votre monde, à celui de n'être presque plus visible sur votre radar. C'est un bouleversement traumatisant, pour une adolescente. Amélia grattait un fil qui dépassait de son jean, ne me regardant toujours pas. Cependant, a poursuivi la docteure Patel, la voix prenant un ton beaucoup plus sérieux, Amélia a nié toute implication dans la falsification des médicaments, ou des affaires d'Audrey. Elle affirme que vous l'accusez à tort d'essayer de faire du mal à sa sœur. Et elle se sent profondément blessée par ces accusations. J'ai ouvert la bouche pour protester, pour parler à la docteure Patel de la vidéo, de la lessive, et du nébuliseur rempli d'eau savonneuse, mais quelque chose m'a arrêté. Si je révélais tout maintenant, que se passerait-il? Amélia serait-elle placée en famille d'accueil? Notre famille serait-elle encore plus déchirée? J'ai été très stressé, ai-je fini par dire, à la place. J'ai peut-être tiré des conclusions hâtives. La docteure Patel m'a observé avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. J'aimerais voir Amélia 2 fois par semaine pour le moment, et je pense qu'une thérapie familiale serait également bénéfique. J'ai accepté, et nous avons fixé les prochains rendez-vous. Sur le chemin du retour, Amélia a finalement pris la parole. Je n'ai pas fait ces choses, maman. Je le jure. J'ai serré le volant un peu plus fort. Alors qu'il a fait, Amélia? Le nébuliseur ne se remplit pas tout seul d'eau savonneuse.
Je n'en sais rien. Peut-être que c'est toi, par accident. Tu es toujours tellement fatigué. J'ai garé la voiture sur le bas-côté de la route, et je me suis tourné vers elle. Amélia, regarde-moi. Je t'ai vu sur la caméra, hier. Je t'ai vu mettre quelque chose dans le berceau d'Audrey. Son visage a blêmi. Tu m'espionnes. Je protège Audrey. C'était quoi cette poudre, Amélia? Que mettais-tu sur ses draps? Elle a détaché sa ceinture de sécurité, et a tendu la main vers la poignée de la porte. Je n'arrive pas à croire que tu aies mis des caméras dans la maison, pour m'espionner. Je rentre à pied. J'ai attrapé son bras. Non, tu restes là. C'était quoi, cette poudre? Elle s'est dégagée d'un coup sec. C'était de la poudre pour bébé, d'accord? J'essayais juste d'aider. Tu te plains toujours que les couches d'Audrey l'irritent, et j'ai lu sur internet que la poudre pour bébé pouvait soulager. Je l'ai fixé intensément. Cela pouvait-il être vrai? Avais-je complètement mal interprété ce que j'avais vu? Mais alors, pourquoi la poudre était-elle granuleuse? Pourquoi sentait-elle les produits chimiques? Montre-moi cette poudre pour bébé, quand nous serons à la maison, ai-je ordonné. Elle a levé les yeux au ciel. Bien, si tu veux. Quand nous sommes rentrés, Amélia s'est précipitée dans sa chambre, et a claqué la porte. J'ai vérifié comment allait Audrey, qui faisait la sieste dans son parc, pendant que Tom travaillait sur son ordinateur portable, à côté d'elle. Puis, je suis allé vers la chambre d'Amélia et j'ai frappé. Pas de réponse. J'ai frappé de nouveau, plus fort. Amélia, ouvre cette porte. Montre-moi la poudre pour bébé. Toujours rien. J'ai essayé la poignée. C'était fermé à clé. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Amélia, ouvre cette porte tout de suite, ou je vais chercher la clé. J'ai entendu du mouvement, à l'intérieur. Puis, le verrou a cliqué. Amélia a ouvert la porte juste assez, pour me tendre un récipient. Tiens. Tu es contente, maintenant? C'était bien de la poudre pour bébé. Mais, quand je l'ai ouverte pour la sentir, elle ne correspondait pas du tout à ce que j'avais trouvé sur les draps. Celle-ci sentait le talc et le parfum. La substance sur les draps avait une odeur plus âcre, plus chimique. Ce n'est pas ce que tu as mis sur les draps d'Audrey. Elle a levé les bras au ciel. Oh mon Dieu, maman. Rien de ce que je fais ne sera jamais assez bien pour toi, n'est-ce pas? Tu as déjà décidé que j'étais une sorte de monstre. Elle m'a claqué la porte au nez. Je suis resté planté là, la poudre pour bébé à la main, complètement perdu. Avais-je tort? Étais-je si désespéré de trouver une explication à la mystérieuse maladie d'Audrey, que je blâmais Amélia injustement? Mais je me suis souvenu de ce qu'elle avait dit, la première fois, debout devant le nébuliseur rempli d'eau. Considère ce que j'ai fait comme une faveur, et, pour une fois, n'essaie pas de la sauver. Elle l'avait bel et bien avoué. Je n'étais pas folle. Je suis retourné dans notre chambre, et j'ai de nouveau examiné le sac contenant les draps. La poudre n'était définitivement pas de la poudre pour bébé. J'en ai prélevé un petit échantillon, que j'ai glissé dans un petit sac en plastique, avant de le cacher dans mon sac à main. Je ne savais pas ce que j'allais en faire, mais il me semblait important de le conserver. Ce soir-là, Tom et moi avons eu une longue discussion, une fois les deux filles endormies. Je lui ai montré la poudre pour bébé qu'Amélia m'avait donnée, et je lui ai expliqué pourquoi je ne pensais pas que cela correspondait à ce qu'il y avait sur les draps. On devrait peut-être envoyer la poudre à un laboratoire, a-t-il suggéré. La faire analyser. Et ensuite? Si ça s'avère être quelque chose de nocif, est-ce qu'on appelle la police, pour faire arrêter notre propre fille? Il a pris sa tête entre ses mains. Je ne sais pas, Jen. Je ne sais plus, du tout. Nous avons décidé de laisser les caméras allumées, et de poursuivre la thérapie d'Amélia. Tom prendrait plus de temps libre pour m'aider avec Audrey, et nous ne laisserions jamais les filles seules ensemble. Ce n'était pas un plan infaillible, mais c'était tout ce que nous avions. La semaine suivante a été épuisante, mais sans incident majeur. Amélia est allée en thérapie 2 fois, et la docteure Patel a signalé qu'elle s'ouvrait davantage sur ses sentiments d'abandon. J'ai essayé de passer plus de temps seul à seul avec Amélia, en l'emmenant faire du shopping, ou simplement en m'asseyant avec elle, pendant qu'elle faisait ses devoirs. Elle restait distante, mais beaucoup moins hostile. Puis, une nuit, je me suis réveillé vers 2 heures du matin pour aller voir Audrey,
et je l'ai trouvée brûlante de fièvre. Sa respiration était saccadée, et quand je l'ai prise dans mes bras, elle était toute molle. « Tom, réveille-toi », les jeux secouaient frénétiquement. Quelque chose ne va pas avec Audrey. Nous l'avons conduite en urgence à l'hôpital, laissant Amélia dormir à la maison. Elle avait 15 ans, elle était assez grande pour rester seule quelques heures, en cas d'urgence. Les médecins ont immédiatement pris Audrey en charge, pour lui faire passer des examens. Son taux d'oxygène était dangereusement bas. Pendant que nous attendions des nouvelles, j'ai vérifié les flux des caméras sur mon téléphone, plus par habitude que par réelle suspicion. Amélia était toujours dans son lit, apparemment endormie. J'ai fait défiler les images de la soirée en arrière, pour voir si quelque chose d'inhabituel s'était produit. Vers minuit, la caméra a filmé Amélia entrant dans notre chambre. Elle s'est tenue au-dessus du berceau d'Audrey pendant quelques minutes, se contentant de la regarder dormir. Puis, elle s'est penchée, et a semblé ajuster la couverture d'Audrey, avant de repartir. Rien de particulièrement sinistre en apparence, mais cela m'a mise mal à l'aise. Le médecin est ressorti, l'air grave. L'organisme d'Audrey présente des traces d'un médicament courant, qui s'avère extrêmement dangereux pour une personne atteinte de mucoviscidose. A-t-elle pu avoir accès à une armoire à pharmacie, à la maison? Mon sang n'a fait qu'un tour. Quel médicament? Il semblerait que ce soit un antitussif, contenant du dextrométhorphane. Pour un enfant atteint de mucoviscidose, supprimer le réflexe de toux peut être fatal, car tousser est le seul moyen de dégager ses poumons. J'ai secoué la tête. Nous n'avons aucun sirop pour la toux à la maison, justement à cause de sa mucoviscidose. Les médecins nous ont formellement interdit de lui en donner. Le médecin a froncé les sourcils. Eh bien, c'est pourtant dans son organisme. Nous faisons tout notre possible pour l'éliminer, mais elle devra rester aux soins intensifs, pour être surveillée. J'ai relancé l'application des caméras, et j'ai repassé les images de minuit, en zoomant autant que possible. Cette fois, j'ai remarqué un détail qui m'avait échappé, la première fois. Amélia n'était pas en train d'ajuster la couverture d'Audrey. Elle tenait quelque chose au-dessus de son visage, un petit gobelet doseur pour médicaments. J'ai montré la vidéo à Tom, les mains tremblantes. Elle lui a donné du sirop pour la toux. Elle sait pertinemment qu'Audrey n'a pas le droit d'en prendre. Tous les parents d'enfants atteints de mucoviscidose le savent. Le visage de Tom est devenu blême. Je vais appeler ma mère, pour qu'elle aille rester à la maison avec Amélia. Ne lui dis pas pourquoi. Pendant que Tom passait son appel, j'ai visionné les images enregistrées plus tôt dans la soirée. Vers 22h, Amélia s'était rendue dans notre salle de bain, celle où nous rangions nos affaires de toilette, mais pas les médicaments d'Audrey. Elle en était ressortie quelques minutes plus tard, avec un petit objet à la main, qu'elle avait glissé dans sa poche. Je me suis souvenu du flacon de Nikil, qui se trouvait dans notre armoire à pharmacie, depuis que Tom avait eu un rhume, le mois dernier. Nous l'avions séparé des médicaments d'Audrey, pensant qu'il ne posait aucun problème, puisqu'il ne faisait pas partie de ses traitements. Jamais je n'aurais imaginé qu'Amélia s'en servirait contre elle. La mère de Tom est arrivée chez nous, en moins d'1 heure. Nous lui avons dit qu'Audrey souffrait de complications liées à sa mucoviscidose, et qu'elle devait rester à l'hôpital, mais nous n'avons pas mentionné nos soupçons concernant Amélia. Audrey a passé 3 jours aux soins intensifs. Je n'ai pratiquement pas quitté son chevet, dormant sur la chaise de l'hôpital, et me douchant dans la salle de bain réservée aux patients. Tom partageait son temps entre l'hôpital et la maison, pour essayer de maintenir un semblant de normalité pour Amélia. La docteure Patel est venue à l'hôpital, pour s'entretenir avec nous, et nous lui avons enfin tout déballé. Le nébuliseur, la poudre sur les draps, le sirop pour la toux. Cela dépasse mes compétences, a-t-elle admis. Amélia a besoin d'une évaluation psychiatrique beaucoup plus approfondie. Je crains un syndrome de Munchausen par procuration, mais inversé. Au lieu de rendre Audrey malade pour attirer l'attention sur elle-même, elle rend peut-être Audrey malade, pour attirer l'attention médicale sur Audrey. Et ainsi vous l'enlevez. C'était la première fois que quelqu'un mettait un nom sur ce qui se passait, et ça m'a frappé comme un train en pleine course. Ce n'était pas une simple jalousie d'adolescente. C'était un problème psychiatrique très grave. Que devons-nous faire, ai-je demandé, me sentant plus impuissante que jamais. Je vais vous orienter vers un confrère, qui est spécialisé dans les traumatismes familiaux, et les troubles de la personnalité chez les adolescents. En attendant, Amélia ne doit, sous aucun prétexte, rester seule avec Audrey.
Et vous devriez peut-être envisager des solutions d'hébergement provisoire, pour l'une d'entre elles. Tom et moi en avons discuté, le soir même, à la cafétéria de l'hôpital. Sa mère avait proposé de prendre Amelia pendant quelque temps, mais on aurait eu l'impression de l'abandonner. Envoyer Audrey ailleurs n'était pas une option, puisqu'elle avait besoin de son équipement médical, et de sa routine. Je devrais peut-être emmener Audrey à l'hôtel, pendant quelques jours, ai-je suggéré. Juste le temps que le spécialiste évalue Amelia. Tom semblait anéanti. Comment en sommes-nous arrivés là, Jen? Comment avons-nous pu rater les signes? Je n'avais aucune réponse à lui donner. J'ai simplement tendu la main à travers la table, pour serrer la sienne, alors que nous pleurions tous les deux en silence, sous la lumière blafarde de la cafétéria vide. Quand Audrey a finalement reçu son congé de l'hôpital, nous sommes rentrés à la maison pour préparer quelques affaires, avant de partir pour l'hôtel. Amelia était assise sur le canapé quand nous sommes entrés, l'air plus petite et plus jeune que ses 15 ans. « Est-ce qu'Audrey va bien ?» a-t-elle demandé, la voix à peine audible. « Elle s'en remettra », ai-je répondu, en gardant mes distances. Nous allons séjourner à l'hôtel pendant quelques jours, le temps qu'elle récupère. La tête d'Amelia s'est redressée brusquement. « Vous me laissez ? Grand-mère va rester avec toi, a expliqué Tom. C'est juste pour un petit moment, jusqu'à ce qu'Audrey reprenne des forces. C'est parce que vous pensez que je lui ai fait du mal. Ce n'était pas une question. Vous la choisissez, elle, plutôt que moi, encore une fois. Amelia, quelqu'un a donné du sirop pour la toux à Audrey. Les médecins en ont retrouvé dans son sang. Elle a failli en mourir. Ma voix s'est brisée. Les caméras te montrent dans notre chambre, cette nuit-là. Elle s'est levée, le visage déformé par la colère, et par autre chose, aussi. De la peur, peut-être. Et alors? Je vais la voir de temps en temps, la nuit. Ça ne veut pas dire que je l'ai empoisonnée. Alors qu'il a fait, a demandé Tom, sa patience atteignant finalement ses limites. Qui d'autre était dans la maison? Qui d'autre saurait exactement quel médicament lui ferait le plus de mal? Amelia a regardé Tom, puis moi, puis Audrey que je tenais dans mes bras. Pendant une fraction de seconde, j'ai lu quelque chose dans ses yeux. Pas exactement des remords, mais une prise de conscience. Elle savait, que nous savions. Puis, elle a couru dans sa chambre, et a claqué la porte. La mère de Tom est arrivée 1 heure plus tard. Nous lui avons donné des instructions strictes, lui interdisant de laisser Amelia seule dans la maison, et lui demandant de nous appeler immédiatement, si quoi que ce soit lui paraissait suspect. Ensuite, nous sommes partis pour l'hôtel, mon cœur se brisant une nouvelle fois, alors que j'attachais Audrey dans son siège auto. Dans le rétroviseur, je pouvais voir Amelia qui nous observait, depuis la fenêtre de sa chambre. Son expression était vide, complètement indéchiffrable. J'ai levé la main pour lui faire un petit signe, mais elle s'est contentée de se détourner. Tandis que nous nous éloignions, je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que nous laissions quelque chose de vital derrière nous. Pas seulement notre maison, mais la famille que nous étions autrefois. Cette famille que j'avais tant essayé de rendre parfaite. On va trouver une solution, a dit Tom, en cherchant ma main. On va lui trouver de l'aide. On va réparer ça. J'ai hoché la tête, mais je n'en étais plus si sûr. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais être réparées de la même manière. Et j'étais terrifié à l'idée que notre famille soit, justement, l'une de ces choses. Nous avons pris une chambre dans un petit hôtel bon marché, à environ 15 minutes de chez nous. Rien d'extravagant, juste une chambre avec 2 lits doubles, et une minuscule kitchenette. J'ai installé le nébuliseur portable d'Audrey sur le bureau, pendant que Tom apportait le reste de nos affaires. Ça faisait tellement bizarre de déballer nos brosses à dents dans cette salle de bain inconnue, comme si nous étions partis pour des vacances familiales complètement tordues. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, toutes les 5 minutes. La mère de Tom m'a écrit, pour m'informer qu'Amelia était dans sa chambre avec la porte fermée, et qu'elle refusait de sortir pour dîner. J'éprouvais un affreux mélange d'inquiétude et de soulagement. J'étais inquiète de ce qui pouvait se passer dans la tête d'Amelia, mais soulagée de savoir qu'elle était loin d'Audrey. Lors de cette première nuit à l'hôtel, j'ai à peine fermé l'œil. À chaque fois qu'Audrey toussait, je bondissais hors du lit, pour aller la voir. Tom, lui aussi, se tournait et se retournait sans cesse. Vers 3 heures du matin, il a murmuré, « Nous devrions peut-être envisager un placement en centre de soins, pour Amelia. » Ces mots sont restés suspendus,
dans l'obscurité qui nous séparait. Un placement en centre de soins. Envoyer notre fille loin de nous. Je n'ai même pas pu lui répondre. Le lendemain matin, nous avons rencontré le confrère de la docteure Patel, le docteur Bruce Hoffman. C'était un homme d'un certain âge, avec des lunettes à double foyer, et une voix très douce. Nous nous sommes assis dans son bureau, pendant qu'Audrey jouait avec des jouets sur le sol, et nous lui avons tout raconté. Le nébuliseur, la poudre, le sirop pour la toux, tout. Ce que vous me décrivez ressemble à un grave trouble de l'attachement, aggravé par de la jalousie, et possiblement l'émergence de troubles de la personnalité, a-t-il déclaré. Amélia se sent remplacée par Audrey, et, dans son esprit, faire disparaître Audrey lui permettrait de retrouver sa place au sein de la famille. Alors, elle essaie de tuer sa sœur, a demandé Tom, de but en blanc. Le docteur Hoffman a réajusté ses lunettes. Je ne tirerai pas cette conclusion, sans avoir évalué Amélia directement. Elle ne comprend peut-être pas pleinement les conséquences de ses actes. Dans son esprit, elle essaie peut-être simplement de rendre Audrey suffisamment malade, pour que vous la fassiez interner ailleurs. Sans chercher nécessairement à la tuer. Bizarrement, cela ne m'a pas rassuré le moins du monde. J'aimerais voir Amélia le plus rapidement possible, a poursuivi le docteur Hoffman. En attendant, votre arrangement actuel, qui consiste à garder les filles séparées, est tout à fait approprié. Nous avons fixé un rendez-vous pour Amélia, dès le lendemain. C'est Tom qui l'y emmènerait, pendant que je resterai à l'hôtel avec Audrey. Sur le chemin du retour, Tom a reçu un appel de sa mère. Amélia s'était enfermée dans la salle de bain, et refusait d'en sortir. Elle y était depuis plus d'1 heure. Nous devons rentrer à la maison, a dit Tom, en faisant demi-tour. Tout de suite. Mon cœur a battu la chamade durant tout le trajet. Et si elle se faisait du mal? Et si tout cela était trop lourd à porter pour elle? J'étais peut-être terrifié par ce qu'elle avait fait, mais elle restait mon bébé. Quand nous sommes arrivés à la maison, la mère de Tom se tenait derrière la porte de la salle de bain, frappant et suppliant Amélia d'ouvrir. Je lui ai confié Audrey, et j'ai pris le relais. Amélia, c'est maman. Est-ce que tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît? Silence. Chérie, on s'inquiète pour toi. On veut juste savoir si tu vas bien. Encore du silence. Puis, enfin, sa voix, toute petite et brisée. Va-t'en. Retourne à ton hôtel avec Audrey. Je ne partirai pas, tant que je ne saurai pas que tu vas bien. Je t'en prie, ouvre la porte. Pourquoi tu t'en soucies? Tu penses que je suis un monstre. J'ai appuyé mon front contre la porte, luttant pour retenir mes larmes. Je ne pense pas que tu sois un monstre, Amélia. Je pense que tu souffres. Et je suis tellement désolé, de ne pas avoir vu à quel point. Le verrou a cliqué. La porte s'est entr'ouverte, juste un peu. J'ai pu voir l'un des yeux d'Amélia, qui m'épiait. Son visage était rouge et gonflé, à force d'avoir pleuré. Tu m'as laissé, a-t-elle murmuré. Je sais, et je suis désolé. Mais Amélia, nous devons parler de ce qui s'est passé avec Audrey. Elle a ouvert la porte un peu plus grand. Je ne voulais pas lui faire de mal à ce point. Je voulais juste qu'elle s'en aille, pour un petit moment. Mon sang n'a fait qu'un tour. C'était la toute première fois, qu'elle l'avouait si directement, sans déformer la vérité, ni blâmer quelqu'un d'autre. Pouvons-nous en parler dans ta chambre, ai-je demandé, consciente de la présence de la mère de Tom, et d'Audrey, juste au bout du couloir. Elle a hoché la tête, et m'a précédé jusqu'à sa chambre. J'ai envoyé un message à Tom, qui attendait dans la voiture, pour lui dire d'entrer. Quand il nous a rejoints dans la chambre d'Amélia, elle était assise en tailleur sur son lit, tirant sur un fil de sa couette, exactement comme elle l'avait fait dans le bureau de la docteure Patel. Amélia, a commencé doucement Tom, en s'asseyant à côté d'elle. Nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé. Elle n'a pas levé les yeux. Vous le savez déjà. Vous avez tout sur les caméras. Nous voulons l'entendre de ta bouche, ai-je ajouté, en m'asseyant de l'autre côté. Pourquoi, Amélia? Pourquoi avoir essayé de faire du mal à Audrey? Elle est restée silencieuse pendant un si long moment, que j'ai cru qu'elle n'allait pas répondre. Puis, elle a avoué, je ne voulais pas lui faire du mal. Pas vraiment. Je voulais juste que les choses redeviennent comme avant. Avant Audrey, a demandé Tom. Elle a hoché la tête. Vous étiez différents, avant. Maman était heureuse.
Elle n'était pas toujours fatiguée et stressée. On faisait des trucs ensemble. Et puis, Audrey est arrivée, et c'est comme si j'avais disparu. Alors tu as mis de l'eau dans son nébuliseur, les jeux encouragés, et de la lessive sur ses draps, et tu lui as donné du sirop pour la toux? Je voulais juste qu'elle soit assez malade, pour que vous deviez l'envoyer ailleurs, comme dans un hôpital spécialisé, ou un truc du genre. Son ton était si pragmatique, qu'il m'a donné la chair de poule. J'ai cherché sur internet ce qui pourrait aggraver sa mucoviscidose, sans pour autant la tuer. Tom et moi avons échangé des regards horrifiés, par-dessus sa tête. Elle avait fait des recherches. Elle l'avait planifié. Amelia, a dit Tom, la voix tremblante. Audrey aurait pu mourir, à cause de ce que tu as fait. Surtout avec le sirop pour la toux. C'est extrêmement dangereux pour les patients atteints de mucoviscidose. Elle a enfin levé la tête, les yeux écarquillés. Non, sur internet, il disait que ça aggraverait juste ses symptômes. Je ne lui en ai pas donné tant que ça. Chérie, elle a fini aux soins intensifs, lui ai-je répondu. Le médecin a dit que, si nous l'avions amenée ne serait-ce qu'une heure plus tard, elle n'aurait peut-être pas survécu. Le visage d'Amelia s'est décomposé. Elle s'est mise à sangloter, des sanglots déchirants, qui secouaient tout son corps. Je ne voulais pas qu'elle meure. Je voulais juste qu'elle parte, pour que les choses redeviennent normales. Je l'ai serrée dans mes bras, mes propres larmes coulant dans ses cheveux. J'étais horrifié par ses actes, mais, à cet instant précis, je ne voyais que ma petite fille, complètement perdue, et désespérée de retrouver la vie qu'elle avait avant. Nous avons pris un rendez-vous pour toi demain, avec un médecin qui peut t'aider, a déclaré Tom, en lui frottant le dos. Il s'appelle le docteur Hoffman. Est-ce que je vais aller en prison, a-t-elle demandé, entre deux sanglots. Non, ma chérie, ai-je répondu précipitamment. Mais tu as besoin d'aide. Une aide professionnelle, que ton père et moi ne pouvons pas t'apporter. Elle s'est endormie en pleurant dans mes bras, ce qu'elle n'avait pas fait depuis qu'elle était toute petite. Tom et moi l'avons bordée, puis nous sommes allés dans le salon, où sa mère jouait avec Audrey. Que se passe-t-il, maintenant, a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Je ne sais pas. Tom et moi avons décidé que je resterais à la maison avec Amelia, pour la nuit, pendant qu'il ramènerait Audrey à l'hôtel. J'ai dormi dans la chambre d'Amelia, dans un sac de couchage à même le sol. À chaque fois que je me réveillais, je vérifiais qu'elle était toujours là, et qu'elle respirait toujours. Le lendemain matin, Tom est revenu, et nous sommes tous allés voir le docteur Hoffman ensemble. Audrey est restée avec la mère de Tom, à l'hôtel. Le docteur Hoffman s'est d'abord entretenu seul avec Amelia, puis avec nous tous. Amelia a été très honnête avec moi, a-t-il commencé. Elle a admis avoir falsifié les médicaments, et les affaires d'Audrey, dans le but de la rendre suffisamment malade, pour qu'elle soit envoyée ailleurs. Elle insiste sur le fait qu'elle ne voulait pas causer de dommages permanents, ni entraîner la mort. Vous la croyez, a demandé Tom. Le docteur Hoffman a pris un air pensif. Je crois qu'elle en est persuadée, mais les comportements qu'elle décrit sont extrêmement préoccupants. Ils dénotent un manque d'empathie, et un mauvais contrôle des impulsions, qui nécessitent une intervention immédiate. Quel genre d'intervention, ai-je demandé, redoutant déjà la réponse. Je recommande une évaluation de 30 jours en centre hospitalier, au centre de santé comportementale d'Oakley. C'est un établissement spécialisé dans les problèmes de santé mentale chez les adolescents. Ils pourront fournir la thérapie intensive, et la surveillance dont Amelia a besoin. En ce moment. Le visage d'Amelia a pâli. Vous m'envoyez loin d'ici, pendant un mois entier. Ce n'est pas une punition, Amelia, l'a rassuré doucement le docteur Hoffman. C'est un traitement. Tu auras une thérapie individuelle chaque jour, une thérapie de groupe, ainsi qu'une évaluation psychiatrique complète. L'objectif est de t'aider à développer des mécanismes de défense plus sains, et à résoudre les problèmes sous-jacents, qui t'ont poussé à agir ainsi. Elle nous a regardés, les larmes coulant sur son visage. Maman, papa, s'il vous plaît, ne m'obligez pas à y aller. Ce fut la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire, regarder ma fille dans les yeux, et lui dire qu'elle devait y aller. Mais je savais que c'était nécessaire, pour elle, pour Audrey, et pour nous tous. Nous avons fait admettre Amelia à Oakley, le jour suivant. L'établissement était plus agréable que je ne l'avais imaginé, ressemblant davantage à un pensionnat qu'à un hôpital. Sa chambre comprenait un lit simple, un bureau, et une petite fenêtre.
Elle avait l'autorisation d'apporter quelques effets personnels, des photos, sa couverture préférée, et quelques livres. Les au revoir ont été déchirants. Elle s'est accrochée à moi, exactement comme elle le faisait quand elle était petite, et qu'elle avait peur du noir. J'ai promis de lui rendre visite tous les jours, pendant les heures de visite. Tom a promis de lui apporter ses snacks préférés. Nous lui avons répété, encore et encore, à quel point nous l'aimions. En sortant de là sans elle, je me suis senti comme la pire mère du monde. Tom me serrait la main si fort que ça me faisait mal, mais j'avais besoin de cette douleur, pour ne pas m'effondrer complètement. Nous sommes rentrés vivre à la maison, le soir même. Le berceau d'Audrey a retrouvé sa place, dans sa propre chambre, mais nous avons gardé le babyphone allumé, au volume maximum. Je vérifiais constamment comment elle allait, toujours paranoïaque à l'idée qu'il se passe quelque chose. La première semaine du traitement d'Amélia a été très éprouvante. Elle refusait de participer aux thérapies de groupe, et parlait à peine lors de ses séances individuelles. Quand nous allions la voir, soit elle pleurait tout le temps, soit elle nous imposait le silence. Le docteur Hoffman nous a rassurés, en nous expliquant que c'était tout à fait normal, et qu'elle était en train d'assimiler beaucoup d'émotions difficiles. À la deuxième semaine, les choses ont commencé à changer. Elle s'est mise à s'ouvrir, pendant la thérapie. Elle nous a parlé de ce sentiment d'être devenue invisible, après la naissance d'Audrey. De la façon dont elle avait d'abord essayé d'attirer notre attention de manière positive, en ayant de bonnes notes, en aidant à la maison. Mais rien ne semblait fonctionner. C'était comme si Audrey était un trou noir, qui aspirait tout l'amour et toute l'attention de la maison. Lors d'une visite, elle nous a confié, j'avais l'impression de ne plus avoir la moindre importance. Entendre ces mots m'a brisé le cœur une nouvelle fois, parce qu'elle avait raison. Nous l'avions laissée passer entre les mailles du filet. Nous avions été tellement accaparés par les besoins médicaux d'Audrey, que nous n'avions pas vu Amélia se noyer, juste sous nos yeux. À la 3e semaine, Amélia participait activement à toutes ses séances de thérapie. Le docteur Hoffman nous a fait part de progrès significatifs, quant à la compréhension de ses actes, et de leurs conséquences. Elle faisait des exercices de développement de l'empathie, et apprenait des façons plus saines d'exprimer ses sentiments. Je pense que nous sommes sur la bonne voie, nous a-t-il dit. Mais ce n'est pas un problème qui se réglera en 30 jours. Amélia aura besoin d'une thérapie continue après sa sortie, et toute votre famille devra participer au processus de guérison. Nous avons commencé des séances de thérapie familiale, 2 fois par semaine. C'était difficile, très chaotique, et on finissait parfois tous en larmes. Mais, petit à petit, nous avons commencé à rebâtir la confiance. Tom et moi avons compris comment notre focalisation sur Audrey avait durement affecté Amélia. Et Amélia a compris comment ses actes nous avaient tous traumatisés. Quand les 30 jours se sont écoulés, nous avons ramené Amélia à la maison. Les choses étaient différentes. Nous avions instauré des règles très strictes. Elle n'avait pas le droit de rester seule avec Audrey. Tous les médicaments étaient conservés dans une armoire fermée à clé. Nous avions toujours les caméras dans les espaces communs de la maison. Mais d'autres choses avaient changé, elles aussi. Je m'assurais de passer du temps en tête-à-tête avec Amélia, tous les jours, même si ce n'était que 30 minutes pour regarder des TikTok ensemble, ou l'aider à faire ses devoirs. Tom l'emmenait dîner en tête-à-tête père-fille, 1 fois par semaine. Nous mettions tous les deux un point d'honneur à célébrer ses réussites, aussi petites soient-elles. La santé d'Audrey s'est améliorée de façon constante. Sans les sabotages, sa mucoviscidose était tout à fait gérable, avec ses traitements habituels. Elle s'est mise à marcher, et à parler davantage, développant sa propre petite personnalité qui nous faisait tous rire. 6 mois après le retour d'Amélia à la maison, nous avons une autre dernière séance avec le docteur Hoffman. Il était très satisfait de ses progrès, mais a souligné que la guérison était un processus continu. Amélia a accompli un travail remarquable, a-t-il déclaré. Mais la confiance prend du temps à se reconstruire, et c'est tout à fait normal. L'important, c'est que vous êtes tous engagés dans ce processus. Sur le trajet du retour, Amélia a demandé si elle pouvait tenir la main d'Audrey, sur la banquette arrière. C'était la toute première fois qu'elle demandait à interagir avec sa sœur de cette façon. Je les ai observés dans le rétroviseur, Amélia tenait doucement la minuscule main de sa sœur, et Audrey gazouillait de bonheur. Je suis désolé, a chuchoté Amélia, si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre. Elle ne s'adressait pas à nous. Elle s'adressait à Audrey. J'ai croisé le regard de Tom. Il l'avait entendu, lui aussi.
Aucun de nous n'a ajouté un mot. Nous sommes simplement rentrés à la maison ensemble, comme une famille brisée, mais qui guérissait lentement. Cela fait maintenant 1 an. Amélia suit toujours sa thérapie, mais le rythme est descendu à 1 fois par semaine. Elle s'est fait de nouveaux amis à l'école, et a rejoint le club de débat. Audrey a 3 ans, et s'épanouit pleinement. Sa mucoviscidose est gérée aussi bien que l'on puisse l'espérer. Nous avons toujours les caméras, mais je les consulte beaucoup moins souvent, désormais. La semaine dernière, je suis entré dans le salon, et j'ai trouvé Amélia en train de lire un livre à Audrey. Elles étaient blotties l'une contre l'autre sur le canapé, Audrey buvant littéralement chacune de ses paroles. En me voyant, elles m'ont toutes les deux souri. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Avec la mucoviscidose d'Audrey, nous serons toujours confrontés à des problèmes médicaux. La guérison d'Amélia suit son cours, avec des bons et des mauvais jours. Mais, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai l'impression que nous allons vraiment nous en sortir. Ce n'est pas parfait, ce ne sera jamais parfait, mais on va s'en sortir. Et, pour l'instant, c'est amplement suffisant.